voilà, plein de choses à mettre en place et j'ai grand plaisir à vous retrouver aujourd'hui. Très inquiète parce que je n'avais pas eu le lien, mais ouais, tout va bien. Voilà, merci beaucoup. Très bien, merci. Merci à vous. On va poursuivre donc avec le collège Henri Dunant à Évreux. Bonjour, oui, alors, donc moi je suis Sophie Fortin, je suis référente développement durable dans mon établissement. Je suis prof de SVT aussi. Voilà, on a participé pour la première fois à ce défi cette année en impliquant le plus possible nos éco-délégués. Et voilà. Merci. Merci bien. Pour poursuivre, donc c'est Flore de Harfleur. Je vous laisse vous présenter. Ah oui, vous n'avez pas de micro, c'est vrai, comme la dernière fois, c'est vrai. Donc, vous êtes coordinatrice de l'école du goût et de l'alimentation en lien avec la cuisine centrale d'Harfleur. Donc là où toutes les écoles d'Harfleur, je crois qu'il y a 6-7 restaurants, je ne sais plus le nom exact. Bah, pourtant, vous m'avez envoyé les résultats, donc là. Mais voilà, il y a un peu moins d'une 6 écoles. Voilà, merci. Donc, 6 écoles à Harfleur qui participent au projet. Et donc, à l'école du goût, vous avez une expérience importante sur ce thème-là depuis de nombreuses années. Donc, on pourra sans doute en discuter avec intérêt tout à l'heure. Donc, merci. Je vais poursuivre. Donc, le lycée Victor Lépine. Si vous arrivez à prendre la parole. Je ne sais pas. Voilà, si vous arrivez à réactiver le micro. Et sinon, si ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à écrire dans la discussion. Alors oui, alors le lycée Victor Lépine a laissé un message. Ah oui, Bonjour, pas de micro ici, je suis responsable des achats alimentaires au lycée pro Victor Lépine. D'accord, très bien, merci. Merci Garance. Ensuite, donc on a Nelly Laville. Oui, bonjour, gestionnaire au collège Paul Verlaine à Évrecy. Et c'était la première fois qu'on faisait le défi. Très bien, merci, merci bien. Et donc il reste Monsieur Gilles Verrière, mais je sais pas, vous m'aviez dit peut-être vous absenter. Si vous êtes là, bah parfait. Si, c'est bon, me voilà revenu. Bonjour, Gilles Verrière, donc je suis directeur de la cuisine Sodexo de la communauté urbaine d'Alençon. Et voilà, donc plusieurs campagnes de pesée. Et donc là, cette fois-ci, on s'est raccroché au défi assiette vide. Très bien. Merci beaucoup. Et donc, on va pouvoir commencer. Hop là. Attendez. Alors, je vais vous partager mon écran. Voilà. Donc, on va pouvoir commencer l'intervention. Donc voilà, donc on est dans le cadre du défi assiette vie. Donc là, c'est vraiment le dernier webinaire qu'on vous propose. Donc les pesées, vous les avez faites en mai-juin. On avait proposé un premier webinaire, donc certains d'entre vous étaient présents sur analyser ces pesées. Donc de mémoire, c'était le 18 juin. Et donc là, on propose le dernier qui est agir pour réduire. Alors, donc tout d'abord, là, c'est un peu par rapport aux autres années, on a, grâce à Garance, donc, qui s'est présenté, grâce à Garance, on a déjà les résultats du défi assiette vide. Donc là, on vous enverra, je crois que c'est demain, c'est ça, Garance, on les enverra à tout le monde. Oui, demain, à tous les inscrits. Voilà, donc demain, vous aurez vraiment tous les éléments du défi. Je vous invite vraiment à le lire parce qu'il est vraiment... il a été refait par rapport aux précédentes années. Il est vraiment très complet et Garance l'a vraiment très, très bien fait. Donc, je vous invite vraiment à le lire. Vous verrez, il y a plein d'informations. Donc là, je voulais simplement reprendre, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je vous laisserai le regarder et le parcourir. Mais donc, comme toutes les précédentes années, on fait vraiment le point sur l'ensemble des établissements qui ont participé au défi. Sachant que l'objectif, ce n'est pas d'avoir un établissement qui serait meilleur que les autres, mais c'est vraiment que chaque établissement se lance son propre défi de réduire au maximum le gaspillage alimentaire. Donc là, sur cette présentation-là, donc on peut voir par rapport aux écoles, par exemple, qui avaient eu une petite augmentation dans la moyenne de gaspillage l'année dernière à l'automne, mais là, suite aux échanges qu'on avait eus, on avait vu que l'impact Covid était important
Donc là, on voit qu'il y a les écoles, la moyenne des écoles est redescendue. Donc on est à 61 grammes pour la moyenne des écoles, ce qui est vraiment pas mal. Donc bravo à toutes les écoles. Pour les collèges, donc on voit, voilà, là, c'est vraiment une stabilité à chaque défi. On est vraiment dans un même ordre de grandeur par rapport aux résultats dans les collèges. Donc là, ça tourne autour de 81, donc toujours en dessous de la moyenne nationale là, qui est de 120, 122. Et pour les lycées, on voit aussi des résultats vraiment satisfaisants. Donc là, on a eu 14 lycées cette année. Et donc, la moyenne de tous les lycées qui ont participé est de 64 grammes. Ça, c'était pour donner voilà, une vision d'ensemble par rapport aux résultats. Donc, je vous dis, je ne vais pas la faire. L'objectif de ce webinaire, ce n'est pas de rentrer dans ce détail-là, mais vous pourrez retrouver tous ces éléments dans le rapport qui va vous être envoyé demain. Alors, donc aujourd'hui, c'est plutôt voir, on va essayer de voir par rapport aux actions, les actions à mener pour obtenir des résultats, des baisses de réduction du gaspillage alimentaire. Donc là, je reprenais ce petit schéma pour bien voir les différentes étapes lorsqu'on veut agir pour réduire son gaspillage. Donc, on a vraiment cette première étape de diagnostic où là, on propose d'utiliser les résultats que vous pouvez obtenir au défi pour pouvoir agir. Une fois que vous avez vos éléments, c'est d'essayer de commencer à construire un plan d'action et d'impliquer toutes les parties prenantes de vos établissements. Pour ça, donc là, c'était plutôt ce que l'on a abordé lors du webinaire sur analyser ces résultats. N'hésitez pas à le regarder sur la chaîne YouTube du Régal, si vous n'avez pas pu y participer, parce qu'on montrait un peu tous les éléments pour analyser ces données et pouvoir les exploiter. Et donc là, ça peut être utile pour construire son plan d'action. Là, aujourd'hui, donc on va être vraiment plus dans le cœur des actions. Et ce qu'on propose après, c'est de réévaluer régulièrement le gaspillage pour voir ce que ça donne. Est-ce qu'il est stable? Est-ce qu'il est réduit? Est-ce qu'il augmente? Mais donc, c'est important d'avoir ces temps, toujours ces temps où on va revenir sur ce sujet, après la pérennisation. Alors, avant de commencer, déjà, on a mis en avant, nous, quelques prérequis pour pouvoir vraiment être optimum et avoir des résultats et pour réduire son gaspillage alimentaire. On a identifié quelques prérequis. Donc, le premier, c'est vraiment de réussir à partager cet objectif de réduction du gaspillage au sein de l'établissement. C'est vraiment important de s'entourer, de ne pas être seul. Donc, on sait que ce n'est pas toujours évident. Mais voilà, la première étape, ce sera de réussir à impliquer un peu, ou en tout cas, passer du temps à essayer de faire partager ce projet-là, voir dans les instances des établissements, l'inscrire dans des projets CESC pour les collèges, pour les écoles, voire lors des conseils, les conseils d'école. Mais en tout cas, c'est vraiment d'avoir un projet partagé. Par rapport à ça, ce qui va être important, c'est d'avoir des responsables aussi engagés, parce qu'on sait que si les responsables ne sont pas convaincus du projet, après, c'est difficile derrière de pouvoir agir. Donc ça, pour nous, c'est la première étape, c'est qu'il faut que le projet, réussir à le faire partager dans l'établissement et avoir des responsables engagés. Deuxième point, savoir d'où l'on part. Donc là, normalement, vous devez tous avoir vos éléments et savoir où est-ce que vous en êtes par rapport au gaspillage. Et enfin, vraiment commencer à identifier où agir en priorité en fonction des résultats de votre établissement. Donc ça, ce sont les prérequis. Par rapport au fait de se positionner pour savoir un peu le potentiel de réduction que vous avez et un peu commencer à identifier les actions que vous allez devoir mener, dans le rapport du défi de cette année, on vous présente, donc là pour ceux qui connaissent, c'est pas nouveau, mais donc on présente à chaque fois des catégories différentes avec une catégorie d'établissements qui ont un gaspillage faible, des catégories où le gaspillage est modéré, ceux qui ont un potentiel de gaspillage moyen et d'autres importants. Donc là, je pensais vous proposer un petit sondage. Donc, je vais vous le lancer tout de suite. Voilà. Voir un peu rapidement par rapport à ceux qui sont présents. Donc là, je vous ai envoyé un sondage. Si vous ne le voyez pas, vous pouvez cliquer sur sondage en bas pour essayer de répondre. Et donc la question, c'est de dire, est-ce que vous connaissez votre indicateur de gaspillage total? Donc là, depuis tout à l'heure, je vous parle de chiffres. Donc c'est toujours des chiffres en grammes par personne et par repas. Et c'est le gaspillage total, c'est bien les excédents cuisine plus les restes assiettes. Donc là, pour l'instant, vous êtes 7 à avoir répondu.
Voilà, donc pour pas que ça prenne trop de temps, on va partager les résultats. Donc là, normalement, vous devez voir les résultats, donc vous êtes une grande majorité à connaître cet indicateur-là. Donc là, c'est vraiment important pour la suite. Si vous ne les avez pas, on pourra voilà, en discuter quand il y aura des temps d'échange. N'hésitez pas à poser vos questions à ce moment-là. Alors, donc, voilà, ça c'était rapide. Donc pour ceux qui connaissent, donc là, vous êtes plus, à peu près 80% à connaître vos résultats. Grâce à vos résultats, vous allez vous positionner sur est-ce que vous êtes en gaspillage faible, modéré, moyen, élevé. Et en fonction de ça, savoir un peu ce que vous allez pouvoir mener. Alors, voilà, j'ai un autre petit sondage. Est-ce que je vais réussir à le lancer? Voilà. Donc là, c'est par rapport à… Là, je m'adresse à ceux qui ont répondu connaître leurs résultats. Donc, par rapport à ceux qui connaissent, est-ce que vous pouvez nous indiquer là dans le sondage si votre potentiel de réduction, est-ce qu'il est faible, modéré, moyen ou important? Et donc, en fonction de ce chiffre, vous pouvez vous positionner là par rapport… Donc là, c'est la carte pour les écoles. Donc, il y a certains collèges parmi vous. Les collèges de mémoire, c'est plutôt 40-50 là. Et donc, je vous invite à vous positionner. Donc là, vous êtes 6 à avoir répondu. Je laisse encore, voilà. Peut-être encore un tout petit peu si une dernière personne, les dernières personnes souhaitent répondre au sondage. Non, bah, je vais arrêter le sondage et vous partager les résultats. Donc, on voit que c'est à peu près équilibré. Entre, on a voilà, un bon tiers, un tiers qui ont un potentiel de réduction modéré, un peu plus de voilà, 44% qui ont un potentiel moyen et 22%, donc 2 établissements ont un potentiel important de réduction de gaspillage. Hop. Donc ça, c'est important d'avoir ces premiers éléments pour commencer à agir. Alors, je poursuis. Donc, quand on a ces éléments-là, donc là, vous voyez, vous êtes plutôt soit modéré, moyen ou important. Ce qui va être important aussi, c'est de se dire en priorité, où est-ce que vous allez devoir agir. Parce qu'il y a plein d'actions qui sont possibles de mener sur la lutte contre le gaspillage. Mais après, c'est de vraiment identifier les actions qui vont vraiment être un levier important, qui vont vous permettre rapidement d'avoir des résultats. Pour ça, ce qui sera intéressant, c'est de déjà savoir bien distinguer le gaspillage. Il y a 2 niveaux importants. On va avoir le gaspillage assiette. Donc là, c'est de se dire, voilà, j'identifie ma priorité, ou je me dis, ma priorité, c'est d'avoir des assiettes vides. Parce qu'on peut avoir aussi les deux, aborder les deux, de se dire, bah voilà, moi, mon problème, c'est plutôt les surplus de cuisine. J'ai beaucoup d'excédents, donc je vais m'attaquer à ces excédents. C'est important d'avoir ces deux distinctions-là parce que vous n'allez pas faire les actions avec les mêmes personnes. Là, pour les restes assiettes, c'est là où vous allez devoir impliquer un maximum de personnes. Mais là, on va surtout se pencher sur les convives et également les agents, le personnel qui est en contact avec les jeunes. Donc, les restes assiettes, c'est beaucoup le côté sensibilisation, mobilisation pour une prise de conscience pour essayer d'aller vers des assiettes vides. Ça, ces actions-là, elles peuvent se mener que vous soyez avec des cuisines sur place ou des cuisines satellites. C'est la même chose, c'est le même objectif. Là, il n'y a pas de distinction à ce niveau-là. Quelle que soit l'organisation, on peut se donner l'objectif de réduire au maximum ces restes dans les assiettes. Pour le surplus cuisine, là, ça dépend un peu plus de l'organisation. Quand on est sur place, ça va être un peu plus facile. Quand on a une cuisine satellite, évidemment, on a plus de contraintes. Donc, c'est là où ça va demander un travail et des échanges un peu plus soutenus, on va dire. Donc là, par contre, là, ce sera vraiment des actions qui vont concerner les professionnels de la restauration. Et là, on peut agir à ce niveau-là, même, par exemple, si on a un projet et qu'on n'a pas encore l'adhésion
de l'équipe pédagogique ou des convives, on peut déjà commencer à travailler sur cet axe-là. Et après, vous pourrez voir pour les assiettes. Mais voilà, comme ça, vous pouvez distinguer avec qui mener des actions pour avoir quel objectif. Alors, donc, je ne sais pas s'il y a des questions, comme on n'est pas beaucoup non plus, n'hésitez surtout pas à soit les poser dans le chat ou soit à intervenir. Il n'y a pas de questions dans le chat pour l'instant. D'accord, super, merci beaucoup, Garance. Donc, je vais continuer. Alors, donc pour agir, là, je vais pas, voilà, à chaque fois, je reviens sur 3 niveaux, mais j'ai pris le temps de vous les présenter, donc je ne vais pas rester là. On a des petits outils qu'on vous propose, donc si certains d'entre vous, vous ne les avez pas, on vous les redonnera à la fin. Ah oui, j'ai oublié, à la fin, je récupérerai vos adresses mail, ou si vous souhaitez le faire tout de suite, dans le chat, on récupérera les adresses mail des uns et des autres, parce qu'avec le Zoom, on ne peut pas récupérer les adresses mail des participants. Donc, si vous souhaitez qu'on vous envoie le retour de cette réunion, n'hésitez pas à mettre votre adresse mail dans le chat. Et donc, comme ça, on pourra entre autres vous envoyer cette petite grille qui est toute simple, mais qui permet à structurer un peu vos actions. Et pour se dire, voilà, là, je vais mener des actions au niveau de la cuisine. Donc, par exemple, le menu, les quantités, les effectifs, sans parvenir dessus. Ou les actions au niveau du service par rapport aux quantités qui sont données, ou des actions par rapport à tout ce qui se fait au niveau de la sensibilisation. Donc là, plutôt faire réfléchir les jeunes ou les convives. Bon, il n'y a pas d'EHPAD, là, je ne crois pas. Travailler sur des programmes, par exemple, d'éducation au goût. Mais l'idée, c'est, on a cette petite grille qu'on vous propose pour identifier les actions et bien voir que vous ayez des actions au bon niveau en fonction des objectifs que vous vous êtes fixés. Alors, par rapport à ça, là, on va voir donc niveau par niveau les différents types d'actions que vous menez ou que vous pouvez mener, parce que l'intérêt là, ça va être vraiment d'avoir un partage par rapport à vos différentes expériences. Donc, ce que je vous propose, c'est là de présenter donc à peu près 2 minutes maximum par action. Donc là, de redire très vite, comme on a fait le petit tour tout à l'heure, mais de dire votre structure, et de montrer si vous avez déjà mené des actions et à quel niveau elles ont eu lieu. Est-ce que ça a été au niveau de la cuisine? Est-ce que ça a été vraiment au niveau du service ou est-ce que ça a été au niveau des assiettes? Et après, quels résultats vous avez obtenus, ça on pourra voir. Alors, par rapport à ça, je vais vous proposer un canevas pour voir les différents types d'actions. Et donc, vous allez, comme on est 15 là, on peut vraiment avoir une interaction sans difficulté. Pour que vous nous disiez qui a mené des actions, à quel niveau. Donc là, je vous propose de commencer par les menus et de voir tout ce qui peut se mener au niveau des menus. Donc là, on a identifié vraiment 3 grands blocs. Alors vous allez peut-être en identifier d'autres, donc surtout n'hésitez pas. Mais là, l'idée, c'est de vraiment identifier tout ce qui se passe au niveau de l'amont, donc au niveau de la production et des menus. Et donc, voir les actions qui sont en lien avec s'adapter aux convives. Comment trouver des menus qui sont équilibrés et qui seront consommés. Donc, est-ce que vous avez des actions à ce niveau-là? Par rapport aux portions, est-ce que vous avez des actions spécifiques sur les portions? Et sur les effectifs, est-ce que vous avez mené des actions sur les effectifs? Donc là, je vais vous laisser la parole parce que c'est des échanges qui sont aussi intéressants dans ce type de petit temps. Alors, je ne sais pas s'il y a des volontaires ou des personnes qui seraient intéressées pour faire part de leur expérience donc sur ce côté amont. Donc, soit quantité préparée, menu ou sur les effectifs. Ou si c'est plutôt des contraintes et justement, vous attendez un peu des choses peut-être plus concrètes sur ces 3 leviers-là. Moi, je veux bien si c'est OK. Alors, nous, au collège, au niveau... Ah, c'est dommage, j'ai plus l'écran. Je me le remets. Il n'y a pas de souci. Pas m'éparpiller. Alors, au niveau du menu adapté aux convives, il n'y a pas de... Ah oui, si, d'abord, je vais quand même dire qu'en 2020, l'année scolaire 2019-2020, on est rentré dans un programme de
mené par le CD27, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, Nathalie, où on a contre le gaspillage alimentaire. Donc, on a entamé cette démarche depuis un moment, sauf que ça a été interrompu par le Covid. Donc, on a fait un pas en avant, un pas en arrière, enfin bon, bref. Donc tout ça pour dire que le menu adapté aux convives, ça n'a pas évolué, ça n'a pas bougé malheureusement. Les portions préparées par rapport aux portions consommées, ça, il y a eu un progrès parce qu'il y a une meilleure communication entre la vie scolaire et la cantine. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas d'actualisation des données au jour le jour de combien d'élèves allaient manger, parce que bah, voilà, il y a des jours où il y a des profs absents, il y a des jours où il y a des projets particuliers qui font que les élèves sont là ou pas là. Ça varie énormément. Et donc là, il y a plus de communication. Donc, et le chef fait toujours en sorte de préparer, de tenir compte d'un nombre de convives plus bas que la réalité. Et ça marche plutôt bien, apparemment. Et du coup, ah oui, en fait, c'est plutôt maîtriser les effectifs, cette action. Portions préparées, portions consommées, je ne sais pas, je pense que ça n'a pas beaucoup bougé, mais je ne saurais pas trop dire là-dessus. Le progrès qu'on a eu, c'est sur la maîtrise des effectifs avec une meilleure communication vie scolaire et cuisine. Voilà. Mais sinon, sur le reste, on n'a pas beaucoup avancé. D'accord, très bien, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Alors là, je vois le lycée Victor Lépine. Donc vous, c'est sur les menus adaptés. Vous avez mis en place des échanges sur les menus lors de la commission des menus avec les élèves. D'accord. Et est-ce que ça a donné une approche un peu différente par rapport à ça? Je poursuis. Donc, portions préparées, portions consommées. Donc, vous travaillez sur la maîtrise des portions distribuées. Et donc, il y a encore un effort à fournir. Ça, on sait que ces actions sur les portions, c'est vraiment des choses qui prennent du temps parce que ce n'est pas possible de réduire d'un coup. Et donc là, c'est vraiment d'adapter au fur et à mesure de changer les fiches techniques. Je ne sais pas si tous vous utilisez des logiciels pour travailler sur les fiches techniques et sur les quantités. En tout cas, ça peut vraiment être un plus d'avoir utilisé des outils type logiciel pour pouvoir travailler sur les quantités. Alors, je ne sais pas si certains veulent intervenir dessus. Je ne sais pas, peut-être Hérouville, parce que je sais que vous avez beaucoup travaillé dessus, ou peut-être d'autres structures. Il y a toujours le lycée Victor Lépine qui a rajouté pour maîtriser les effectifs. La situation a bien évolué pour affiner au mieux les effectifs et nous arrivons à prévoir les effectifs à 10, 20 convives. Très bien. Merci pour ce partage. Oui, bonjour à tous. Nathalie. Oui. Bonjour, oui. Bonjour, Hérouville, Monsieur Jonot. Oui, le pro-logiciel est dans ce cas-là très, très intéressant puisqu'il permet d'affiner les fiches techniques. Hérouville s'inscrit dans les défis assiette vide chaque année, mais au-delà de ça, par période, toutes les 7 semaines, on a une semaine de pesée dans l'ensemble des restaurants de la ville d'Hérouville. Et donc, voilà, on en est aujourd'hui à bouger les curseurs dans ce logiciel. Toutes les fiches techniques sont étudiées, les grammages par site et par convive, maternelle, élémentaire. Tout est aujourd'hui un petit peu réglé, voilà, de manière sensible. On a parfois des dégâts, parfois un site montré du doigt. On ne va pas stigmatiser pour autant, mais on va prendre en compte l'ensemble des analyses par site et là par plat en l'occurrence, puisque le défi, on l'a fait selon votre proposition par plat servi. Voilà, le logiciel est très très important dans ce cas-là. Merci Nathalie. Est-ce que vous pouvez peut-être donner le nom du logiciel? Oui, on utilise Fusion depuis 10 ans, Fusion anciennement Salamandre. Voilà, donc un très très bon logiciel. Voilà, on a pris le temps aussi d'appréhender un peu ce logiciel et aujourd'hui, avec ces 10 ans d'expérience, on voit que c'est profitable pour nous.
C'est ça, ça a demandé du temps au démarrage. Mais Oui, après, tout à fait. mais par contre, vous l'utilisez régulièrement, quoi. Il n'y a pas de. Ah oui, oui, on ne saurait plus faire ça. Enfin, voilà, C'est heureusement ou compliqué malheureusement. ça. Ouais. Ah oui, 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 ça représente quelques offices et quelques particularités aussi, comme dans toutes les communes, je pense. D'accord, très bien, merci. Merci, Alors, Nathalie. Alors, il y a des questions dans le chat parce qu'on parle des fiches techniques, donc comment obtenir ces fiches techniques? Et aussi, est-ce que le logiciel EasyList proposera la même chose? alors, pour EasyList, je sais que c'est le département de l'Eure, entre autres, qui l'utilise. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres territoires ou établissements qui l'utilisent. Peut-être le lycée Victor Lépine, justement, vous l'utilisez. En tout cas, je sais que les collèges de l'Eure l'utilisent et donc ils font du partage même de fiches techniques d'un établissement à un autre. Parce que là, je pense que EasyList, ils le coordonnent au niveau des collèges du département. Donc, je pense que EasyList fait la même chose. Je ne sais pas s'il y a d'autres outils, si certains d'entre vous connaissent d'autres outils. Sinon, il y avait une question pour les fiches techniques. Alors, c'est plutôt pour les petites communes. Sinon, il y a un logiciel libre, c'est EMAP, un outil proposé par le CNFPT. Donc, il faut regarder sur le site du CNFPT. Quelquefois, ils peuvent proposer des formations sur cet outil-là. Il suffit simplement de s'inscrire. Et alors là, par contre, c'est à vous de remplir. Donc, il y a déjà quelques modèles dessus, de fiches. Mais l'idée, c'est de compléter au fur et à mesure et d'apporter ces recettes à cet outil EMAP. Je verrai si à un moment, j'arrive à vous envoyer le lien là, dans le fil de discussion pour pouvoir partager ça. Alors, je vois sinon commentaire de... Je ne sais pas si tu as eu le temps de le lire ou si je le lis, Garance, le commentaire Alors oui, je peux le lire. Donc, c'est la cuisine centrale municipale de Harfleur. Donc, pour le menu adapté aux convives, il y a une commission restauration, avis des personnes âgées sur la RPA à propos des menus. Pour les portions consommées, ils demandent toujours petite ou grande faim. Et pour les portions préparées, c'est au plus juste avec le nombre de convives connus et un réglage en fonction du menu. Et enfin, pour maîtriser les effectifs, donc il faudra encore travailler le prévisionnel pour que les écoles communiquent les effectifs réels parce que le chef se base sur la semaine précédente. Donc là, on voit bien qu'il y a vraiment des particularités d'établissement à établissement. Donc, c'est ça qui est vraiment important, c'est de pointer là où il y a le plus de besoins. Est-ce que ça va être sur les effectifs ou pas? Ou est-ce que ça va être sur les quantités préparées? Et là, les quantités préparées, on voit que c'est vraiment quelque chose de continu. Et là, ce qui est intéressant, c'est le côté en fonction des menus. Parce que dans certains sites, on y va et on nous dit, oh là là, vous allez voir, ce jour-là, ça va être la cata. Parce qu'en fonction du menu, il y aura du gaspillage. Et donc, justement, il y a ce travail-là de dire les jours où le menu est, on sait, particulièrement sensible, et c'est là où on va essayer de réduire certaines quantités, voire à associer des aliments pour compenser ces difficultés à faire consommer certains aliments. Et donc, c'est de l'anticiper, pas de se dire, on sait que ce jour-là, on va avoir beaucoup de pertes. Donc, je voulais rebondir là-dessus, moi, justement, donc, pour Sodexo de la cuisine d'Alençon. On est justement, enfin en tout cas moi j'ai pu remarquer depuis ces dernières années une régression liée finalement à des contraintes de la législation qui nous embêtent bien sur cette partie lutte contre le gaspillage alimentaire. Puisque autant sur la partie portion, on avait beaucoup travaillé sur le cahier de grammage. Donc on avait fait une diminution des grammages, une adaptation des grammages pour chaque plat. En travaillant assez loin sur chaque plat qui était préparé et sur là aussi le respect de la législation, donc les contraintes du GMRCN et puis avec la tolérance qui nous était accordée. Donc on avait pu travailler là-dessus. Il y avait une belle progression qui avait été constatée. Mais par contre, depuis la nouvelle loi Egalim, on se retrouve confronté à deux difficultés. Donc c'est sur les deux autres points. Concernant le menu, avec l'obligation de faire un menu végétarien, on se heurte à une vraie problématique. Alors,
c'est pour ça que j'ai voulu rebondir tout de suite, parce que en effet, il suffirait de regarder les produits qui ne fonctionnent pas trop et d'adapter les quantités, mais pour des contraintes d'équilibre nutritionnel, notamment pour le repas végétarien, l'association des légumineuses font qu'il faut qu'il y ait une certaine quantité qui soit proposée pour que l'équilibre soit atteint. Donc, du coup, on ne peut pas aller dans ce sens-là, on ne peut pas aller dans la diminution des grammages fournis, sauf à ne plus avoir l'équilibre nécessaire. Et dans ces cas-là, on ne va pas dans le bon sens non plus. Donc ça, c'est pour le menu végétarien et pour les quantités proposées. Et l'autre, pour la gestion des effectifs, moi, en tant que cuisine centrale, ma difficulté, c'est que n'ayant plus le droit de faire des barquettes enfin, on est plutôt sur des barquettes en plastique au départ, enfin des barquettes en PET. Et ces barquettes-là devant disparaître à terme, tous les clients se tournent plutôt vers des conditionnements collectifs réutilisables, ce qui est plutôt une bonne idée au demeurant. Sauf que là aussi, ça engendre derrière une problématique, c'est qu'à partir du moment où dans une cuisine, on va livrer un nombre de repas qui est supérieur à la quantité nécessaire pour X raisons d'identification des effectifs. Auparavant, on pouvait récupérer des repas. Imaginons qu'on ait livré 100 repas sur une école et qu'elle n'en ait besoin que de 98. On pouvait récupérer 2 repas et les emmener sur l'école d'à côté qui, elle, peut-être avait besoin des 2 repas. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire puisque, comme on a des plats, des plats beaucoup plus grands, des plats collectifs, on ne peut plus récupérer les 2 repas. Donc, on se retrouve finalement à jeter ces 2 repas sur l'école, enfin, les jeter ou les consommer, mais en tout cas, toujours est-il qu'ils ont été produits en trop, et à reproduire 2 autres repas pour l'école d'à côté, uniquement pour des problématiques de conditionnement et de respect de la législation. Donc voilà, c'est les 2 points sur lesquels je trouve qu'on a eu une régression par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a quelques années. Merci pour ce partage-là. Est-ce que certains d'entre vous veulent réagir dessus? Sinon, justement, donc c'est pour ça que j'ai mis la diapo dessus, parce que lors du 2e webinaire, on avait identifié cette question par rapport au menu végétarien et justement l'impact que ça pouvait avoir sur le gaspillage. Et on avait vu que dans beaucoup de cas, ça pouvait générer du gaspillage. Donc là, l'idée par rapport à ça, déjà, c'était justement, j'avais prévu ce temps d'échange. Déjà, il y a 2 éléments par rapport aux différentes lois, et loi Egalim. Il y a l'aspect déjà menu végétarien, où là, l'objectif, c'était une expérimentation sur 2 ans pour voir ce qu'allait donner ce menu végétarien. Là, à ma connaissance, il n'y a pas eu encore de décision de prise au niveau national sur ce sujet-là, mais c'était bien une expérimentation. Par contre, il y a vraiment quelque chose plus dans le long terme, et là, on sait que ça va perdurer, c'est plutôt aller vers la diversification des protéines. Et donc, diversification des protéines, ça ne veut pas dire ne plus proposer de viande, mais ça veut dire en proposer beaucoup moins. Et peut-être, au lieu de faire un jour végétarien, c'est de se dire que chaque repas devra avoir moins de protéines de viande. Et là, pour revenir à l'équilibre alimentaire que vous indiquiez par rapport à cet équilibre, avoir assez de protéines si on n'a que des légumineuses et des céréales, et on sait qu'il faudrait plus de quantité. Là, apparemment, donc ça, je pense que ça va être des tendances qui vont venir prochainement, mais l'assimilation des protéines végétales serait vraiment meilleure lorsqu'il y a un petit peu de protéines animales. Et donc, le côté flexitarien pourrait être une réponse à toutes ces difficultés-là, où on proposerait donc, tous les jours un peu de viande, mais par contre, on associerait la viande à ces fameuses protéines, cette association de protéines végétales avec les céréales et les légumineuses. Et donc, on aurait moins besoin de céréales et de légumineuses pour pouvoir atteindre cet équilibre alimentaire. Donc là, c'est vraiment en construction, tous ces modèles-là, parce qu'il y a beaucoup de... Voilà, on est dans des périodes de transition. Là, on est vraiment sur ce modèle-là. Donc voilà, il y a déjà cette question-là par rapport aux quantités. Et ensuite, il y a aussi par rapport au menu, parce qu'on sait que c'est des menus différents, c'est des aliments différents, et c'est de voir aussi comment on arrive à faire consommer des menus différents. Quand c'est très différent, on sait que là,
Par rapport à tout ce qui est éducation au goût, on sait que ce qui est nouveau va être rejeté. Donc, il y a un travail à faire sur familiariser les convives avec certains aliments. Et donc, ça va prendre du temps. Donc, c'est pour ça que, voilà, là, comme on est en train de changer, bah, c'est pour ça qu'il y a tout ce gaspillage qui se fait actuellement. Et aussi, il y a le côté de se dire, bah, essayer de voir avec des menus, comme vous disiez, soit le flexi, où on va avoir des modèles où la viande ne disparaîtra pas, ou des modèles où, par exemple, des plats comme le chili sin carne ou des pâtes bolognaises sans viande, mais qui vont permettre de rester sur des menus connus et sur lesquels on pourra avoir des consommations. Je ne sais pas s'il y a des réflexions ou des partages d'expériences là sur des bonnes expériences, soit sur le menu végétarien ou sur du flexitarien, justement. Est-ce que certains d'entre vous ont testé ou ont de bonnes expériences par rapport à ça? Donc, je pensais... Est-ce que certains d'entre vous, peut-être à Alençon, Monsieur Lebel, je ne sais pas si vous souhaiteriez nous faire part. Par contre, on n'entend pas. Je ne sais pas si je suis seule à ne pas entendre ou... Non, j'entends pas non plus. Ah mince, vous ne pouvez pas communiquer. Bon, bah mince, c'est dommage. Parce que je pense que vous avez mené des actions sur ces sujets-là par rapport aux échanges qu'on a pu avoir préalablement. D'accord. Mais donc par écrit, ce serait compliqué par écrit. Pour ceux qui ont des difficultés, il y a peut-être des... quand vous allez sur le petit micro, il y a une petite flèche. Si vous cliquez dessus, je ne peux pas vous le faire en partage parce que ça ne passe pas en partage. Si vous cliquez dessus, vous pouvez avoir un numéro de téléphone. Je vais essayer, je vais vous le mettre dans le... Hop, je vais vous mettre un de ces numéros dans le chat si vous souhaitez nous appeler pour échanger. Hop là. Voilà. Ouais, après la petite flèche, il faut cliquer sur passer à l'audio du téléphone. Ah voilà, vous passez à l'audio du téléphone. Voilà, pour voir si certains d'entre vous qui n'arrivent pas à communiquer, si vous pouvez vous connecter. Alors, il n'y a pas d'autres sinon d'expérience sur tout ce qui est végétarien. En tout cas, là, ça va y avoir comme je vous dis, c'est vraiment une période de transition. Donc, c'est sûr qu'il y a des adaptations qui vont se faire sur tous ces sujets-là, autour du repas végétarien. Et un des axes qui sera important, c'est ne pas voir la protéine végétale comme une contrainte, mais plus comme quelque chose de nouveau et justement quelque chose d'attrayant. Donc, un des enjeux, c'est de voir comment rendre gourmandes, entre autres les légumineuses. Là, le Grépin, on a un projet dessus pour rendre gourmands les légumineuses. Par exemple, les légumineuses se prêtent très très bien dans les desserts, comme c'est farineux, ça peut remplacer, voilà, ça peut se mettre dans plein de desserts. Alors, je vois qu'il y a des commentaires, donc on va pouvoir les lire. Voilà, donc il y a des portions trop importantes sur les plats végétariens. Donc ça, je pense que c'est des choses qui vont sans doute remonter au niveau national pour voir un peu par rapport au côté plutôt flexitarien. Et sinon, donc l'EREA de Françoise Dolto, donc je crois que c'est à La Ferté, si je ne me trompe pas. Donc là, vous indiquez bolognaise ou chili, vous mettez la moitié de viande, voilà, c'est ça, et moitié grainée de soja français ou des lentilles. Mais vous ne mettez plus que de la viande et ça passe bien. Et effectivement, et on avait aussi des commentaires des collèges dans le Cotentin, où de plus en plus ils font du flexitarien et où ils diminuent, pareil, à peu près de moitié la portion de viande. Et à la place, ils vont mettre des pois chiches, du sarrasin, des lentilles qui passent très bien. Alors sinon, et donc le lycée Victor Lépine indique... ah oui, donc vous proposez, comme c'est un lycée, il y a vraiment le choix, et vous proposez un plat végétarien tous les jours et ça fonctionne bien. Donc il y a vraiment ce côté nouveauté. C'est vrai que pour les primaires, et dans certains territoires aussi, ça va dépendre des territoires, mais donc dans certains territoires où les convives sont moins habitués et n'ont vraiment pas l'habitude de ces aliments à la maison, donc là, il faudra du temps pour les familiariser.
mais la restauration scolaire a vraiment son rôle à jouer à ce niveau-là, même si ça prendra du temps. Mais ça pourra vraiment permettre de connaître ces nouveaux aliments, nouveaux en tout cas par rapport aux habitudes alimentaires pour certaines familles et certains convives. Ah non, donc pardon, c'est les réa à Sotteville-les-Rouen. Pardon, j'ai cru que c'était à La Ferté. Excusez-moi. Donc les réa de Sotteville-les-Rouen. Alors, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui s'étaient connectées par téléphone. Est-ce que vos téléphones fonctionnent? Non, je n'ai pas l'impression. Bon, donc, on va poursuivre. Mais si vous arrivez à vous débloquer, n'hésitez pas. Oui, bonjour. Oui. Monsieur Lebel, LPO Leclerc-Navarre à Alençon. Ah, très bien. Très bien. Super. Oui, c'est assez compliqué. Je suis directement au bureau aujourd'hui et on n'a pas de microphone chez nous. D'accord. Mais c'est souvent dans les établissements scolaires, on s'en est rendu compte aussi avec le collège de l'Eure. Souvent, on a ce problème de micro. On vous laisse la parole là, si vous voulez nous faire part de votre expérience par rapport à cette question du soit végétarien ou du flexitarien. Oui, alors nous on a fait les deux, en fin de compte, on a pris part depuis plusieurs années de faire du flexitarien au tout départ pour diminuer notre part de viande, puisqu'on est passé sur de la viande bio et on avait besoin de trouver un volume d'achat en viande bio qui soit inférieur, puisque la tarification était un petit peu supérieure. Donc, on était parti sur du flexitarien à faire du 70% environ de viande et 30% légumineuse, ce qui est autre que légumineuse aussi d'ailleurs, puisque on a mis aussi à l'intérieur on a remis de la garniture aromatique qu'on n'avait plus l'habitude de mettre. Voilà. Et puis sur le végétarien, on est resté sur une journée semaine des menus totalement végétariens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le choix entre un plat de viande ou un plat de poisson, c'est vraiment le menu complet qui est en végétarien. Il faut savoir que on a essuyé des échecs sur certains repas végés. Par exemple, on s'est vite aperçu que quand on leur mettait du steak végétarien acheté dans les gros fournisseurs qui sont assez chers et qui n'ont pas forcément un rendu sympathique, on avait plus de pertes que quand on produisait nous-mêmes nos repas végétariens, avec ce que vous pouviez dire tout à l'heure, des choses qu'ils adorent, le chili, les pâtes style carbonara ou style bolognaise, les lasagnes, des hachis, ce genre de plats-là sont assez des dalles de légumes, de légumineuses, c'est des choses qui sont assez appréciées par nos jeunes. Ce qui nous permet aussi de baisser les volumes de déchets, puisque on sait très bien qu'un repas qui est apprécié par le jeune, automatiquement, on en jette beaucoup moins. Voilà un petit peu notre tour d'expérience dessus. Moi, sur lequel je voulais aussi interagir, c'est ce que disait notre collègue tout à l'heure. Effectivement, la loi nous impose certaines pratiques qui favorisent le déchet, clairement. Et puis une deuxième chose chez nous, c'est que on parlait tout à l'heure de tout ce qui pouvait être effectif. Moi, je suis sur un lycée où on n'arrive pas à avoir des effectifs. Des fois, on est à un delta de entre 100 et 150 couverts. Et ça amène un taux de gaspillage alimentaire, surtout au niveau de la cuisine, qui est assez important. Voilà, j'ai pas de solution. C'était un peu mon idée, c'était de savoir s'il y avait d'autres personnes qui avaient des vraies solutions pratico-pratiques, faciles à mettre en œuvre et qui puissent être adaptées un peu sur tous les établissements pour pouvoir arriver à gérer ce genre de problème d'effectifs. D'accord, très bien. Merci déjà pour ce retour, ce partage d'expérience. Par rapport aux effectifs, est-ce que donc certains établissements qui auraient travaillé dessus, alors, sachant que là vos contraintes c'est plus par rapport est-ce que c'est la communication avec la vie scolaire ou est-ce que c'est plus le fait que vous avez des lycéens et donc les lycéens il n'y a pas de pré-réservation de repas et donc vous ne savez pas s'ils vont venir ou ne pas venir? C'est sur quel aspect? Alors c'est un petit peu les deux. J'avoue bien que la vie scolaire n'est pas forcément très
très réceptive et très dynamique, on va dire. Ça, c'est la première chose. Ils nous donnent des fois des effectifs à midi et demi. Donc, vous imaginez bien que nous, la production, elle est faite déjà depuis très longtemps. Et puis, une deuxième chose, c'est que par rapport au nouveau bac et aux nouvelles façons d'enseigner au lycée, on est sur des systèmes où nos jeunes, ils ont des groupes. Ils sont jamais dans les mêmes groupes, ils sont jamais dans les mêmes filières, ils sont jamais dans les mêmes spécialités. Et par exemple, une classe de terminale, il y en a qui peuvent avoir cours de 8 à 10 dans le groupe 1 parce qu'ils font de l'allemand, et puis les autres, ils vont avoir cours de 11 à 12 parce qu'ils font, je vais vous dire des bêtises, mais de la musique. Et puis les autres, ils vont avoir cours de 14 à 18 parce qu'ils font autre chose. Donc, c'est assez compliqué et pour l'instant, on n'a pas trouvé de solution miracle. D'accord. Et par rapport à tout ce qui est pré, alors, je ne sais plus si c'était en collège ou en lycée que j'avais entendu une expérience où c'était les jeunes devaient, donc alors je ne sais plus, il y avait une limite, ça devait être le matin ou la veille, faire un enregistrement pour dire qu'ils mangeaient le midi. Et donc, ils étaient obligés de le faire pour pouvoir manger le midi. Et donc, ça, ce serait génial, mais après, à mettre en place, je ne sais pas comment c'est possible. Comment ? Je dis, ce serait génial pour nous parce qu'on arriverait à produire les quantités nécessaires, mais je ne sais pas quelle est la démarche à suivre pour pouvoir faire ça, quoi. D'accord. Donc là, j'essaierai de voir si on peut retrouver ces informations-là. De mémoire, on nous en a parlé pendant le Covid pour justement pouvoir connaître qui consommait ou pas. Et ça m'est revenu, c'est dans des écoles primaires qui ont utilisé un logiciel qui s'utilise sur les téléphones portables. Et donc, c'est simplement une petite application que maintenant, les jeunes, ils ont tous des téléphones. Et donc, c'était de voir avec les logiciels. Alors là, pour les écoles, c'était les parents, mais ça pourrait être là avec les jeunes qu'ils préinscrivent pour le repas. Donc, je le note en tout cas. On le note comme piste pour identifier, là, si on identifie des logiciels ou des outils, des applications, parce que je pense que c'était ça, c'était plutôt une application qui permet un préenregistrement. Donc voilà, je le note et on essaye de retrouver ça. Alors, apparemment, donc il y a peut-être des retours. Garance, je ne sais pas si tu as vu les retours en même temps. Oui, alors le lycée Victor Lépine, sur TurboSelf, c'est possible, mais je pense que la mise en place est compliquée. Donc je pense qu'il parlait avec un TurboSelf qui aurait un système de réservation des repas. Et donc, ça sous-entend que chaque élève joue le jeu. Là, après, c'est des habitudes à mettre en place. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi le temps que ça fonctionne, comme tous les nouveaux outils. Hein. Mais on va essayer de voir. Donc, on va regarder TurboSelf et on verra si on en trouve d'autres. Mais il faut que ça me dit quelque chose, donc je vous retrouverai ça. Est-ce qu'il y a des commentaires par rapport à ces leviers-là, donc sur tout ce qui est amont, ou est-ce que c'est bon pour vous? Je vais poursuivre. On va attaquer après donc, tout ce qui va concerner plutôt le service. Et donc là aussi, un levier, c'est là où on peut rapidement avoir des résultats. Donc entre autres avec ce côté adapter les trains, mais aux convives. Donc là, c'est donc tout à l'heure, Flore d'Harfleur nous l'indiquait, où il propose vraiment des petites et grandes assiettes. Normalement, voilà, j'ai la photo. Là, j'avais pris la photo dans un collège où on voit que pour le même plat, on n'avait pas du tout les mêmes portions. Donc ça, ce côté portion va vraiment avoir un impact très fort. Bon, ça va demander, en général, ça demande du temps parce qu'il faut que les élèves soient impliqués parce que s'ils ne s'expriment pas, les agents ne peuvent pas deviner pour eux, même s'ils connaissent un peu déjà les profils de certains mangeurs. Mais en tout cas, il faut que les convives jouent le jeu et que les agents également. On sait que voilà, quelquefois, on peut voir des différences en fonction des agents. Donc là, c'est de voir à ce que tous les agents qui servent, quand il y a des roulements, aient tous les mêmes positions, les mêmes pratiques par rapport à ce service. Donc là, voilà, petite fin, grande fin, donc ça marche assez bien. Ou sinon, sur certains fonctionnements, ça c'était plutôt dans les écoles où on partait vraiment sur la norme, c'était des petites portions. Donc ça, c'est plutôt dans les selfs. Et donc, si les jeunes le demandent, on en rajoute un peu plus. Mais donc, il y avait vraiment ce côté d'adapter les portions fins vraiment importantes. Le côté rendre les jeunes autonomes.
Ça, on le voit donc hors Covid. Quand on peut, hors Covid, les salades bars, il faut voir comment la salade bar est gérée, parce que si elle est mal gérée, on pourra avoir plus de pertes. Mais on a énormément de retours qui montrent qu'en libre service, les jeunes vont par exemple beaucoup mieux manger les crudités, que ce soit en primaire, en collège ou en lycée. Pour le pain, on a aussi des exemples concrets où quand le pain, il y a même certains établissements qui ne le mettent même plus sur la rampe de self, mais qui le mettent dans le restaurant. Et donc, les jeunes sont obligés, donc c'est ceux qui ont vraiment envie de pain, qui vont chercher leur pain. Donc, ça, on avait vu des résultats assez importants dans certains lycées. Pareil pour la sauce. On sait que beaucoup de jeunes n'aiment pas l'assaisonnement. Et donc, de laisser un assaisonnement à part, où ils pourront vraiment être autonomes sur ils en mettent, ils n'en mettent pas, pourrait être aussi des plus. Autre élément, donc inciter les jeunes à goûter. Donc je ne sais pas, Flore, si vous arrivez sinon à vous connecter par téléphone, parce que c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'avoir l'expérience d'Harfleur, voir ce que Harfleur agit sur ce sujet de l'éducation au goût depuis de nombreuses années. Donc, ça aurait été intéressant d'avoir votre retour. Je ne sais pas si ce serait possible, à moins qu'il y ait d'autres personnes qui aient une expérience sur tout ce qui est inciter les jeunes à goûter. En tout cas, il y a une association nationale, la Neige, Association nationale pour l'éducation au goût des jeunes, qui travaille avec, entre autres, des scientifiques aussi sur le côté psychosocial, voir un peu les habitudes et les comportements. Des études ont montré qu'une éducation au goût, on apprend à goûter, que ce soit équilibré ou pas, mais en tout cas d'apprendre à goûter, à se pencher sur ce que l'on mange, permet d'augmenter une consommation équilibrée. Alors que tout ce qui peut être éducation nutritionnelle, c'est important, mais on sait que ça ne suffit pas. Les jeunes connaissent très bien les messages, il ne faut pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, mais dans les faits, ils ne changent pas leur pratique. Alors que l'éducation au goût permet vraiment d'avoir une approche différente de l'alimentation. Alors, des conférences ont eu lieu là, pendant le Covid, et par contre, ce qu'ils ont montré, donc la contrainte, c'est que si on fait un programme d'éducation au goût, donc ça va marcher, là les études le montrent, c'est clair, quand on prend une classe pilote qui n'a pas d'éducation au goût et une classe avec éducation au goût, donc je crois que Sodexo, vous aviez fait ça d'ailleurs il y a très longtemps, je ne sais plus dans quel territoire c'était, mais donc on sait que l'éducation au goût apporte de bons résultats. Par contre, les effets s'estompent dans le temps. Donc si on ne mène plus de projet, au bout de, on va dire, au bout de 6 mois ou 1 an, les jeunes vont reprendre la consommation habituelle. Donc, tout ce qui est éducation au goût, on se rend compte qu'il y a vraiment une pérennité qui est nécessaire si on veut pouvoir avoir des résultats. Alors, je vois qu'il y a une personne qui s'est connectée, je ne sais pas si c'est Flore, si c'est vous, n'hésitez pas à m'interrompre. Je vais poursuivre. Dans les actions, donc c'est communiquer sur ce qui est servi. Ça, bien souvent, on n'y pense pas, c'est tout simple, mais bien souvent, les convives, même si les menus sont affichés, les convives, surtout les jeunes, ils sont là pour parler avec leurs camarades, ils ont plein d'autres choses à faire que de regarder le menu. Donc, on sait que c'est important de savoir ce qui est servi. Donc, soit c'est de mettre vraiment pas loin du plat des petites affiches, des indications, ou soit c'est une communication. Alors, on sait que pour les agents, quelquefois, c'est fatigant de répéter 500 fois la même chose. Donc, peut-être l'intérêt quelquefois de tourner pendant le service. Mais en tout cas, cette communication, elle est vraiment nécessaire pour que le convive sache ce qu'il mange, parce qu'on peut avoir du gaspillage par méconnaissance, ou même des adultes. On le voit dans des restaurants administratifs où les adultes vont prendre quelque chose en pensant, par exemple, que c'est une panna cotta, mais non, c'était quelque chose à la noix de coco, donc ce sera jeté. Donc voilà, c'est important cette communication sur ce qui est proposé. Alors Flore, je vois que vous êtes là. Est-ce que vous pouvez parler? Est-ce que votre micro fonctionne? Je n'ai pas l'impression. Si ça fonctionne, je vous dis, surtout n'hésitez pas à me couper. Donc le dernier point, c'est par rapport au planning. Donc là, je pense que c'est dans les établissements, les gestionnaires, les chefs d'établissement vont être à fond sur ce sujet-là, de travailler sur les plannings. On sait que c'est très compliqué. Et là, on leur demande de rajouter une contrainte
pour que… je vais essayer de voir si… Ben non, votre son il est activé, Flore. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Bon, je vous laisse essayer de nous parler si on vous entend. Donc, pour les plannings, voilà, c'est d'essayer de prévoir vraiment du temps pour étaler les services pour que les jeunes puissent avoir le temps de manger. Voilà, ça, on sait que c'est… On y pense, on valorise aux personnes qui font les plannings, mais ce n'est pas toujours évident. Je vais poursuivre, mais Flore, n'hésitez pas. Si vous y arrivez, et même après, on reviendra dessus. Et en plus, on pourra l'aborder dans ce troisième volet qui concerne la sensibilisation du jeune. Donc ça, c'est des actions, contrairement à la précédente, qui peuvent se mettre rapidement en place et on peut voir très rapidement des résultats. Là, sur la sensibilisation des jeunes, ça va demander un peu plus de temps, d'implication pour vraiment sensibiliser le consommateur. Donc, ce qui peut être fait, par exemple, ça va être de communiquer sur les résultats du gaspillage. Donc là, comme vous avez réalisé des pesées, c'est simplement donc on proposait des affiches là, dans le cadre du défi, mais donc de pouvoir montrer et expliquer le gaspillage, voilà ce que ça représente, donc avec des équivalents, vous proposez des équivalents économiques, mais on sait que ça peut être adapté, même au contraire, c'est intéressant d'adapter. Garance, je te laisse voir avec Flore peut-être pour essayer de voir si vous arrivez à fonctionner pour le téléphone. Et par rapport aux résultats sur le gaspillage, faire des équivalents, par exemple avec des PS4 ou des baskets ou des jeux vidéo. Voilà. Mais en tout cas, on sait que ça marche bien. On a des bons retours par rapport à, en tout cas, déjà communiquer sur les résultats. Autre point, faire réfléchir un maximum d'élèves sur le gaspillage. Ça, c'est tout simple, mais on voit aussi que ça fonctionne. Ce qu'on peut observer comme type de projet, alors je l'ai marqué, voilà. On a un outil en plus en Normandie qui s'appelle Stop au Gaspi, qui a été réalisé par le Graine Normandie, avec plusieurs structures. Et cet outil-là peut permettre à un groupe d'élèves, donc soit ça peut être une classe pour les écoles primaires, soit pour le collège et le lycée, ça peut être de travailler avec un groupe d'éco-délégués. Et avec ce groupe délégué, là, dans cet outil Stop au Gaspi, ça permet d'accompagner il y a 6 séances qui sont proposées, de travailler et d'aller communiquer vers les autres élèves et communiquer, échanger avec les autres élèves sur le gaspillage. Voilà, donc ça va faire réfléchir sur le gaspillage, donc faire du gaspillage un projet d'établissement, améliorer le cadre du repas. Et donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur donner de l'information sur les repas. Est-ce que, donc, comme on a fait pour le premier, est-ce que certains d'entre vous souhaiteraient intervenir sur des expériences que vous auriez menées? Alors, en plus, je suis passée vite sur les deux, hein, soit sur le service ou soit sur la sensibilisation des jeunes, des choses que vous auriez fait, qui ont fonctionné, pas fonctionné, que vous souhaiteriez partager avec les autres. Non, personne ne souhaite faire part de ces expériences. Je trouve que sur la partie sensibilisation, moi j'ai trouvé que le défi assiette vide était super intéressant parce qu'au-delà de la campagne de pesée que l'on mène régulièrement, il y avait cette émulation et cet esprit de compétition avec les enfants qui leur permettait de dire voilà, on est dans un concours, on est en train de faire un jeu, donc voilà, il y avait l'aspect ludique derrière. Qui me paraissait super intéressant. Donc voilà, ça c'était sur la partie sensibilisation et que ça permettait vraiment de s'appuyer là-dessus. Et donc les écoles, elles ont réussi à jouer le jeu entre les écoles d'Alençon, c'est ça? De la CEA? Non seulement entre les écoles d'Alençon, mais aussi par rapport aux moyennes qu'on donnait, puisque l'objectif était affiché par rapport aux moyennes nationales. Donc il y avait en effet une certaine émulation et compétition entre les écoles. Et puis donc par rapport à la moyenne nationale, mais oui, principalement il fallait que la cible soit connue et c'est vrai que du coup d'avoir une école à proximité, c'était sympa pour chaque école d'essayer d'être entre guillemets meilleur que l'autre. D'accord, très bien, merci pour ce retour. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Ah, c'est Flore. Super, on y arrive. Je vous laisse.
Concernant l'école du goût, c'est vrai qu'on remarque au niveau des enfants qui s'intéressent plus à l'alimentation, on voit aussi sur la provenance, on a des retours des enseignants qui nous disent qu'ils se questionnent aussi plus sur la provenance des aliments, toutes ces choses-là. Ce qui permet aussi au niveau de la cantine qu'ils goûtent à tout. Parce que il y a quand même 2 programmes, un pour les maternelles, un pour les primaires, donc ils goûtent plus facilement par le biais des séances, et du coup ça se répercute sur la restauration le midi. Et puis ensuite, concernant le défi, c'est vrai que nous aussi on a fait un concours, puisqu'on peut se le permettre, on avait le même menu sur toutes les écoles, et donc ça a super bien fonctionné. C'est la première fois qu'on faisait ce petit concours, et donc du coup il y avait vraiment ce challenge entre les écoles, et puis l'important aussi de communiquer chaque semaine un peu ce qu'ils attendent, ils sont en attente des résultats. Donc on avait fait une sorte de panneau, d'une affiche avec les différentes écoles, et en gros on envoyait un mail aux chefs satellites ou aux animateurs référents qui nous remettaient à jour les tableaux dans les différentes écoles. Et puis on avait fait un zoom, un genre de graphique pour zoomer sur la fameuse semaine de défi. Et donc ça permet visuellement parce que c'est vrai que des fois les grammes, les kilos, c'est un peu abstrait pour eux. Donc là, et puis on avait aussi organisé du coup les pesées avec eux. Enfin voilà, donc ça a permis, il y a toujours cette étape de tri. Et puis, c'est un gros travail aussi de l'équipe encadrante. Ah oui, au niveau du repas aussi, ce qui est mis en place dans les restaurants, c'est que ils doivent lever la main avant de sortir de table pour, que l'agent autorise à sortir si l'assiette, si le plateau est convenablement dégusté, on va dire. Donc les enfants ont pris aussi cette habitude, et ça permet aussi de limiter les gaspillages, et puis parce que il y a aussi entre les phobies alimentaires et puis le caprice, donc c'est aussi un gros travail au niveau des agents. Et voilà, grosso modo. Est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement comment ça se traduit, l'école du goût? Oui, donc l'école du goût, c'est un dispositif donc pour les maternelles, donc c'est plutôt des grandes sections de maternelle sur petits papilles et grands goûteurs. Donc on a 5 séances autour des 5 sens. Donc c'est une petite marionnette Bibo qui présente son histoire. Donc il lui arrive des péripéties, des aventures, et donc il y a 3 ateliers de 20 minutes. Donc on divise la classe en 3. Et il y a un atelier culinaire, donc c'est une réalisation collective. Bon là avec le Covid, on a dû individualiser les réalisations. Donc c'est des roses des sables, des choses qui sont assez simples à réaliser en classe. On a un atelier sensoriel, donc ça qui est mené par les animateurs. Donc c'est une découverte du sens qui est tournée vers l'enfant. Et puis une réalisation, une création qui permet de faire le lien avec la famille. Et donc sur 2 autres ateliers, on demande à des parents d'être présents. Donc là, pareil, avec le Covid, on a mis des animateurs en renfort, mais sinon, voilà un peu le principe. En plus de ces 5 séances autour des 5 sens, on a 3 séances autour du jardin. Donc une séance qui est sur la découverte du jardin, ça se déroule au mois d'octobre. Donc c'est les petites bêtes, les amis et les ennemis du jardinier. Qu'est-ce qu'il y a dans le jardin? Donc là, avec une séance d'identification, on repère les pissenlits, les herbes qui sont présentes, les fraisiers, les choses comme ça. Et puis le 3e atelier, c'est sur les outils, la découverte des outils. Et donc là, ils vont aller gratter un peu dans la terre. Pareil pour les petites bêtes, ils ont des boîtes à loupe qui leur permettent de pouvoir manipuler et puis d'observer ces petites bêtes. Sur la 2e séance jardin, c'est sur les semis. Donc on fait des semis en classe, et puis des semis qui vont ramener chez eux, donc la petite graine qui se partage, qui germe à la maison. Et puis la deuxième partie de séance, c'est sur les graines, donc dégustation de graines, identification d'une gousse, d'un épi, d'un noyau, et puis d'un pépin, de savoir où sont nichées les graines. Et la dernière séance, c'est autour du compost, et puis de l'entretien du jardin. Souvent, ça se fait 15 jours après, donc la séance 2, on fait courant mars-avril, et puis on revient 15 jours après. Donc souvent, on sait que dans les classes, les semis ont filé. Donc on a une petite histoire pour dédramatiser sur la graine, le cycle de la graine.
Et puis, donc, on voit aussi également le cycle d'une plante, enfin, les différentes parties de la plante. Et puis, il y a tout ce qui est l'entretien. On leur met un calendrier aussi. Pensez à les récolter, les radis, les salades, ces choses-là. Donc, les séances jardin sont plus ou moins les mêmes pour les primaires et les maters. Hein, c'est adapté. Pour les primaires, ce qui change, donc c'est l'école du goût. Donc, on est toujours sur des 5 sens. On a une séance fromage en plus. On a une séance nutrition également, où là, c'est sur la journée, on voit les 7 familles d'aliments. Il y a au retour de l'après-midi, donc on parle du menu qu'ils ont eu à la cantine. Est-ce qu'il a été équilibré? Est-ce qu'il y a la portion de chaque chose qui a été vue le matin? Et puis, on finit avec la lecture des étiquettes et puis un petit jeu Nutrissimo qui permet de remettre en pratique tout ce qui avait été vu dans la journée. Il y a une séance aussi, les pieds dans le plat, c'est sur le développement durable. Donc là, on voit la provenance des aliments d'une tomate qui vient du Maroc par rapport à la tomate du supermarché et celle du maraîcher. Donc là, en fait, c'est 4 ateliers. Et ils ont une petite, donc c'est des bâches et ils doivent résoudre les petites, enfin voilà, les photos, les choses comme ça. Et ensuite ils ont une feuille de route où voilà, ils remplissent la feuille de route et à la fin il y a une petite conclusion qui reprend les mots essentiels. Donc il y a la saisonnalité, l'histoire de la tomate du Maroc et puis il y a 2 autres ateliers, c'est sur une famille dans le monde, un comparatif des familles dans le monde du coût pour une famille sur une semaine. Et voilà. Ensuite, on a également, à la suite du menu, de la séance nutrition, ils font un menu qu'ils élaborent avec l'enseignant et les enfants. Et donc, ils nous le transmettent et nous, on passe commande, on les outils, toutes ces choses-là, on met à disposition. Et donc, on organise, c'est eux qui vont cuisiner le repas de A à Z. Donc ça, c'est vraiment un temps fort qui marque les enfants. Ça, c'est la maison des associations. Et donc, ils viennent à 9h30 et puis ils savent qu'à midi, ils doivent avoir préparé le repas. Donc, on divise en 4 ateliers. Il y en a qui s'occupent de l'entrée, d'autres du plat, tout ça. Ils sont équipés avec les tabliers, les charlottes. Enfin, c'est assez sympa. Ils se rendent compte, là, par exemple, cette année, on a fait une mayonnaise et ils se sont rendus compte un peu de toute l'huile qui était dans la mayonnaise. Enfin, voilà, ça permet aussi c'est très apprécié. Il y a la mise en place de la table, le service, enfin, voilà, donc c'est assez complet. Puis bien sûr le rangement. Et puis à la fin de l'année, pour finir cette école du goût, il y a le repas au lycée d'application. C'est un lycée hôtelier, donc c'est un repas gastronomique. Donc pour certains, c'est vrai qu'ils connaissent que les restaurants rapides, les fast-food. Donc c'est vraiment une découverte. Ils sont sur leur 31 et donc voilà. Et puis la dernière des sorties, c'est la visite producteur qui permet de mettre en application tout ce qu'ils ont appris durant l'année. Et donc ça, c'est aussi pour les maternelles qui sont du projet de classe. Donc certains vont aller à Livaro pour le fromage, d'autres à Aquaco pour les poissons. Enfin, c'est vraiment ou des fermes. Ça varie en fonction des classes, quoi. Une cueillette. Voilà grosso modo un peu le programme. D'accord, merci beaucoup. Donc là, le programme, c'est des classes, c'est ça se fait vraiment avec les enseignants. Il y a à moitié, donc ça se répartit entre du temps scolaire et du périscolaire, c'est ça? Et vous avez... Sur le temps, on est vraiment en partenariat avec l'Éducation nationale et donc on intervient dans la classe et nous, on apporte les choses. Alors, on s'est organisé avec des caisses, donc on fait une caisse par séance et puis il y a une commande d'aliments qui est faite en plus pour justement tout ce qui est dégustation et cuisine. Et puis et ensuite à l'enseignant aussi alors soit il l'a préparé en avance la séance, il a déjà sensibilisé les enfants, ou soit c'est à la suite de la séance où ça permet de... Donc en fait la séance elle arrive soit en bilan grosso modo, ce qui permet d'évaluer un peu ce que les enfants auront retenu, ou alors d'introduire un travail qui sera fait par la suite par l'enseignant, quoi. C'est vraiment un travail en partenariat. Oui, vraiment avec les enseignants. Et vous avez une classe par an, c'est ça? Ou plus? Ah non, on a, là pour cette année, on avait 4 primaires et puis 6 matères, et on a 6 primaires et 7 classes de maternelle.
D'accord, ah oui, ça fait beaucoup, oui, dis donc. D'accord, ok. 6 séances pour les maternelles et 16 séances pour les primaires. Et là, on intervient aussi sur des écoles voisines, Gainesville, enfin on n'est pas que sur Harfleur. D'accord, d'accord. D'accord, bah, très bien, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce partage. Est-ce qu'il y a des réactions? Des questions peut-être ou des commentaires? Non, il n'y a pas de questions particulières. Et pour en revenir aussi au niveau des menus, nous, c'est vrai qu'on a un retour aussi parce que du coup, on envoie les menus. Certains écoles, je pense à des classes de maternelle, nous demandent les menus pour justement les présenter en amont à la classe. Ou alors, il y a des grands qui vont le présenter aux plus petits de l'école. Enfin, voilà, ils font la présentation du menu. Et ce qui nous revient aussi, c'est que c'est assez complexe au niveau de... Il y a beaucoup de détails dans le menu. Et donc, de peut-être simplifier aussi... Enfin voilà, je pense par exemple à une salade composée, ça va être une salade avec le nom des ingrédients et du coup ça on nous demande de simplifier. Donc voilà, ça c'est des choses qui peuvent aussi. Donc de simplifier et rendre. Voilà. Et on voit bien parce que c'est vrai que le fait qu'il y ait des détails, bon bah ils vont se dire ah j'aime pas les endives ou j'aime pas alors que enfin voilà, que ça soit une salade composée à eux de. Enfin, c'est délicat quoi. D'accord, d'accord. Il y a une question dans le chat qui demande à Flore de préciser son poste, si c'est possible. Alors moi, je suis coordinatrice de l'école du goût et puis j'ai d'autres missions au sein de la mairie. C'est la coordination des centres de loisirs, le club ado et le conseil municipal des jeunes. Donc voilà, je travaille pour la mairie d'Harfleur en partenariat donc avec le service éducation, loisirs et restauration. D'accord. Très bien. On voit vraiment la complémentarité entre le côté enseignement avec les enseignants, avec la mairie, l'implication de la mairie dans toute l'importance qui est donnée à l'alimentation. Oui, à ce niveau-là. Un projet qui est porté par la mairie. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est, j'ai oublié de le préciser, mais c'est qu'on a des animateurs du coup donc, qui sont formés sur l'école du goût et qui interviennent, ils ont plusieurs casquettes. Donc ils sont soit à ATSEM, ils sont également sur les pauses méridiennes, au périscolaire et ils travaillent là sur les centres de loisirs. Donc c'est vrai qu'il y a une continuité, donc ils sont déjà repérés par les enfants, connus. Et puis il y a tout ce travail, toutes les connaissances qu'on leur amène. Ce qui est un peu plus compliqué, là, parce que ça fait 3 ans qu'on a revu on a mis en place les séances jardin. Donc bon, pareil, on a des animateurs qui n'ont pas la culture du jardin, donc c'est vraiment un travail d'accompagnement, de formation constante et puis d'expérimentation aussi. C'est vrai que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et qu'on comprend. Et puis on a des enseignants aussi qui ne sont pas du tout sensibles au jardin et c'est vrai qu'on plante des choses et puis c'est pas récolté. Donc il y a encore, ça prend 2-3 ans le temps de formation et on voit aussi les bénéfices au bout de 2-3 ans quoi. Mais voilà, c'est un problème, mais c'est super intéressant et puis c'est vrai que c'est super bien accueilli au niveau des écoles, sont toujours repartantes d'une année sur l'autre pour refaire le projet quoi. D'accord, très bien. Et par rapport aux parents, est-ce que vous avez des liens avec les parents ou... Parce qu'on sait que quelquefois, c'est des difficultés, c'est les relations avec les parents. Vous, est-ce que vous arrivez par ce projet-là à toucher... Alors là, tout à l'heure, vous l'avez dit, il y a une des visites, c'est ça, où les parents sont présents? Oui, alors normalement, dans le projet, pour les maternelles, en tout cas, les parents sont présents sur les 5 séances. Ils interviennent. L'idée, c'est vraiment qu'ils encadrent les enfants et qu'ils laissent faire les enfants et de les inciter à goûter, toutes ces choses-là. Cette année, ça n'a pas pu. Là, ça fait 2 ans qu'on est limité avec les parents puisque pas de personnes extérieures qui peuvent rentrer dans l'établissement. Donc, en fait, on a eu des retours des enseignants qui nous disaient que c'est vrai que l'avantage d'avoir des animateurs, donc on a renforcé les équipes avec d'autres animateurs, c'est que les animateurs sont un peu plus, on va dire, autoritaires et vont être, ils vont inciter les enfants à goûter et puis alors que le parent, il va essayer et puis t'as pas envie, il va pas insister quoi, on va dire.
Donc voilà. Et puis au niveau des parents, bah, c'est vrai que du coup, ça permet de les impliquer aussi bah, dans l'aspect cuisine, dans l'aspect parce qu'on se rend compte que bah, certains n'ont pas le temps ou ne cuisinent pas avec les parents. Donc voilà, c'est des parents. C'est intéressant d'avoir aussi. Puis ça permet de faire un lien, quoi, Ok, un très bien. retour d'expérience. Ouais. Ben, super, ben, merci beaucoup. Donc, je ne sais pas s'il y a des réactions. Sinon, donc, on va arriver de toute façon par rapport au timing à la fin de notre échange. Donc là, c'est la diapo que je vous passe, c'est la synthèse des différents éléments, les différentes pistes déjà vues ensemble. Bon, j'avais quelques exemples, mais on en a vu assez. Voilà. Donc maintenant, on vous propose le prochain défi. Comme on sait que c'est des actions qui se font dans la continuité. Donc le prochain défi sera du 22 au 26 novembre prochain. On lancera vraiment les inscriptions à la rentrée. Donc avant, on le proposait en octobre, mais on se rendait compte que c'était un peu court pour les restaurants de s'organiser pour octobre. Donc c'est pour ça que maintenant on les propose en novembre et c'est la semaine européenne de réduction des déchets, donc ça a encore du sens. Voilà. Donc en tout cas, merci beaucoup à tous pour votre participation. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des éléments à nous partager. Sinon, voilà, je vous remercie pour votre participation. Je vous souhaite une bonne fin d'année scolaire, un bon été et sans doute, voilà, peut-être au prochain défi. On pourra se retrouver au prochain défi. En tout cas, bonne continuation à tous et à bientôt. On va recevoir le diaporama là d'aujourd'hui? Oui, alors déjà, il y aura le replay, mais on peut voir aussi pour vous mettre le diaporama. Oui. On verra, voilà. On vous le mettra dans l'été, je pense. Pour le pas. Oui, il n'y a pas de souci. D'accord. On enverra les diaporamas de tous les webinaires, je pense. Donc, on essaye de voir où est-ce qu'on pourrait les mettre. Peut-être sur le site internet. On verra. Alors, ce ne sera pas fait là, parce que voilà, il y a des périodes de congé. Mais pendant l'été, on va essayer de voir pour vous proposer tous les. Voilà, on vous mettra tous les diaporamas et vous les aurez à la rentrée. D'accord, très bien. Merci. Au revoir. On vous enverra. Bonnes vacances. Et alors, n'hésitez pas à nous mettre vos adresses mail qu'on vous identifie bien, sauf si vous étiez déjà dans le listing des invitations. Voilà. Bonnes vacances. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.